Donc, la MPOC, c'est une maladie qui est laissée, qui est mise de côté. Donc, il faut se sortir du stigma de la cigarette, OK? Et la cigarette, oui, c'est un facteur de risque, mais la maladie, elle est là pareil. Il y a une déficience, OK? Donc, la seule maladie qui est connue, héréditaire, identifiée et qui peut être traitée dans la MPOC, c'est la déficience en alpha-antitrypsine. Donc, c'est important de faire le diagnostic de la MPOC tôt. Je dis souvent aux gens que la MPOC, c'est l'Alzheimer du poumon. Bienvenue au podcast Expand, où nous dévoilons les secrets de la santé respiratoire pour les professionnels de la santé. Rejoignez des experts renommés pour vous immerger dans les maladies pulmonaires chroniques et développer votre pratique. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à un épisode de podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer les réalités de la vie avec le déficit en alpha-1 antitrypsine. Le déficit en alpha-1 antitrypsine, c'est une maladie génétique. Rare, oui, mais quand même, chez les MPOC, elle est sous-diagnostiquée. C'est une maladie qui cause la MPOC, plus particulièrement l'emphysème. Et c'est causé tôt dans la vie. Chez les patients, oui, fumeurs, mais pas nécessairement, parce que ça augmente vraiment le risque de façon importante. Donc, nous avons avec nous la chance d'une patiente qui a cette maladie, Madame Nathalie Roussin, et elle va nous raconter un peu du début, son cheminement, comment elle a vécu ça, comment elle a appris ça, qu'est-ce qu'on a pu lui offrir comme traitement. La personne qui est restée active malgré une maladie chronique, comment ça a été possible? Mais ça a nécessité quand même des interventions, mais aussi des changements de sa part. Donc, elle va nous expliquer comment elle a fait face à ces changements, les difficultés qu'elle a rencontrées et ce qui lui a permis d'aller de l'avant. Donc, un message positif, mais aussi une leçon à apprendre. Leçon à apprendre comme patient, leçon à apprendre aussi comme médecin ou professionnel de la santé. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut optimiser pour que le diagnostic soit fait plus tôt de cette maladie et qu'un traitement puisse être donné plus tôt pour prévenir la détérioration de l'emphysème. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Mme Nathalie Roussin. Bonjour, Mme Roussin. Bonjour, Dr. Bourbeau. Donc, Mme Roussin, si vous permettez, durant l'entrevue, la discussion qu'on va avoir ensemble, je vais vous appeler Nathalie et essayer de rendre les choses le plus conviviales possible. Donc, ce qu'on veut vraiment essayer de faire ensemble, on veut vraiment avoir comment vous avez vécu ça du début, cette maladie-là, et de donner au public qui va vous écouter, aux gens qui ont une MPOC, puis certains qui ont une déficience en alpha-1 antitrypsine qui le savent. Certains le savent peut-être pas, puis ils vont le demander à leur médecin une fois qu'ils vont avoir écouté cette entrevue. Le monde médical aussi a peut-être une réflexion à se faire et le système aussi en général. Donc, je voudrais ouvrir la discussion d'abord, Nathalie, à vous demander comment tout ça a commencé dans votre vie? Écoutez, Dr. Bourbeau, c'est une période que je me souviendrai toujours parce que je travaillais, moi je suis quelqu'un du réseau de la santé et je travaillais pour le C3S de la région de Thetford. Et en 2015, je suis tombé malade. Fait que je pensais faire une pneumonie ou peut-être une bronchite, mais au final, ça s'est avéré être l'influenza. J'avais pas été vacciné. Très, très important, il faut toujours se faire vacciner. Et du même coup, ils ont décidé de me faire passer des tests de spirométrie. Je ne connaissais pas ça du tout. Puis pour s'apercevoir que j'avais la maladie MPOC. Fait que bon, je savais c'était quoi là les maladies pulmonaires obstructives chroniques. Là, c'est ça. Parce que bon, j'avais déjà entendu ça, mais bon, moi, je menais ma vie normalement. Je suis une fille active, dynamique. J'étais sportive, donc pour moi, la MPOC c'était plus un avertissement. Ben là, fais attention, tes poumons sont peut-être plus touchés. Fait que finalement, je suis sortie de là avec une petite pompe qu'on appelle Ultibro à effet prolongé. Je prenais ça le matin, puis
c'est comme si j'avais jamais eu d'épisode de MPOC ou de maladie OK. quelconque. Donc, ça a commencé comme ça. À un moment donné, quand j'ai changé d'emploi à l'automne 2018, j'étais encore une fumeuse. Moi, j'étais une grosse fumeuse, j'ai jamais fumé la cigarette. J'avais arrêté de fumer la cigarette. Et, quand est venu le temps de commencer à voyager, parce que là je travaillais plus sur à Thetford Mines, je travaillais pour le conseil écrit de la santé de la baie James. Donc, j'avais un bureau à Montréal Mhm. et sur le territoire. Donc, j'avais des employés dans plusieurs communautés autochtones. Donc, de par mes fonctions de directrice, je devais me déplacer 2 semaines par mois. Et j'aimais ça. Parce que moi, je suis une fille en ressources humaines, j'aime les gens, j'aime coacher, j'aime soutenir les gestionnaires puis les équipes. Mais ça devenait de plus en plus difficile. Et à un moment donné, le COVID a frappé. Et là, il a fallu organiser ça. Donc, on a travaillé 7 jours sur 7 durant des mois, vous le savez. Ça a été très, très, très demandant pour le personnel du réseau. Nous autres, il fallait aussi avoir des périodes d'isolement. Donc, ça a été beaucoup de voyagement, beaucoup de travail, beaucoup de transport de valises. Quand je me déplaçais, j'avais un petit appartement aussi sur le territoire, mais c'était au 2e étage. Donc, je commençais à être essoufflée. Puis quand il fait moins 30 sur le territoire, quoique c'est pas si froid, ben le froid, là, ça commençait à m'oppresser. J'étais de plus en plus essoufflée. Donc, mais j'ai continué de travailler beaucoup. C'est juste à l'été 2022, j'étais allée voir mon médecin traitant et je lui ai parlé de ça. J'ai été diagnostiquée MPOC. Depuis la pandémie, j'ai travaillé fort, je ne fume plus, je me sens de plus en plus essoufflée. Fait qu'il dit, je vais t'envoyer faire des tests de spirométrie, voir si les résultats ont changé. Ont changé, exactement. Donc, je m'en vais dans un hôpital à Québec et quand je rencontre l'inhalothérapeute, elle me dit, ben Madame Roussin, de par les résultats que vous avez, je veux pas que vous quittiez immédiatement. Fait que là, ben voyons. Fait que, elle me réfère à un pneumologue. Puis là, le pneumologue, il me fait faire un paquet de tests, incluant des tests pour voir si je n'étais pas allergique à un quelconque produit. On regarde aussi le passé, du côté de mes parents. Ma mère avait déjà eu un épisode lorsqu'elle était plus jeune, là, où elle avait une tache au niveau des poumons, mais bon. Fait que finalement, ben, je vais du côté de l'hôpital de l'Institut de cardio, puis je rencontre Dr Maltais. Ouais. Et je pense que c'était suite à une prise de sang. Là. Et il me semble que c'était probablement qu'il avait mesuré l'alpha-antitrypsine à ce moment-là. C'est ça. Et c'était anormal. Exactement. Et le résultat, c'était assez spécial aussi, c'est que de par le résultat que j'ai eu, ni mon père ni ma mère ont ce gène-là. Puis moi, je la connaissais pas, cette maladie-là. Là. Vous l'avez dit en introduction, c'est une maladie qui est très peu connue. Là. Je savais pas c'était quoi, donc je me suis mis à lire. Hein, puis il faut lire faut lire la bonne littérature aussi. Donc, ça a commencé comme ça. Docteur Maltais me disait aussi, vous savez, Madame Roussin, emphysème sévère, comme vous avez, puis précoce aussi. Peut-être que vous devriez ralentir. En 22, ben actuellement, j'ai 57 ans. Donc, j'avais 50. Au début de la 50, c'est ça. Si on remonte tout ça au début, là, le début des symptômes. Donc, en 2015, ouais, ça fait une dizaine d'années. Vous avez arrêté de fumer en 2018. Le médicament d'inhalation que vous avez reçu, c'est un bronchodilatateur, là, c'est combiné. Donc, c'est un excellent médicament. Il y en a de différentes sortes. Puis là, ben, arrêtez de fumer, bien sûr, mais vous étiez quand même relativement jeune. Là, vous étiez, à ce moment-là, là, vous étiez à la fin de la quarantaine, début de la cinquantaine. Puis il faut comprendre, les gens, c'est important que les gens qui nous écoutent comprennent, ouais, mais pourquoi qu'elle s'est pas aperçue de ça avant? Il faut comprendre que souvent, avant qu'on s'aperçoive qu'on a une atteinte pulmonaire, on a perdu 50% de notre capacité respiratoire. Donc, on a quand même une fonction pulmonaire au-delà de ce qu'on a besoin. En vieillissant, c'est sûr qu'on en perd avec l'âge, c'est normal. C'est cette perte accélérée-là, soit par le tabagisme ou d'autres facteurs, mais même les gens qui ont une déficience en alpha-antitrypsine n'ont pas besoin d'être des fumeurs pour développer la maladie. Puis il y a des gens qui la développent beaucoup plus tôt que d'autres. OK? Donc là, on vous envoie voir, OK, un spécialiste, vous êtes entre bonnes mains. OK, à l'Institut de cardio et de pneumologie,
de Québec avec le docteur Maltais. Et là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Là? C'est comme une révélation là, à ce moment-là. Là. C'est autre chose. Là. On est dans d'autres choses. Puis comme je disais tantôt, je connaissais pas cette maladie-là. Mais moi, je dois vous partager que j'ai une passion qui est le travail. Je suis un peu mal faite, là. J'aime beaucoup le management. Je suis rentré dans le réseau de la santé en 93. J'ai fait ma vie dans plusieurs établissements du réseau. Je suis là et j'aime travailler. Donc, c'est pour ça que durant les 2 ans, entre 2020, le début du COVID, puis vers la fin du COVID, c'est là que je me disais, ben voyons, il me semble que je récupère pas. Fait une chance que je suis allé voir le médecin. Quand j'ai rencontré Dr Maltais, il me disait, Madame Roussin, vous pourriez ralentir, vous pourriez arrêter, vous pourriez. Là, je dis, Dr Maltais, moi, je suis pas rendu là. Moi, je suis une passionnée du travail. Non. Puis ça m'a même pris du temps avant de ralentir la cadence. Moi, j'ai dit non, moi, je continue de travailler. Donc, il dit OK, il existe un programme de perfusion qui est l'alpha 1, fait que là, je me mets à lire là-dessus, blablabla. J'accepte de commencer, mais avec mes horaires occupés, ça a été assez complexe de gérer ça, mais j'ai pas manqué de rendez-vous parce que il faut comprendre. Ça, c'est des injections aux semaines. Là. Ce que les gens doivent comprendre dans la MPOC, les gens qui ont une MPOC, en général, c'est une maladie assez fréquente qu'on voit, on ne peut pas donner de traitement qu'on appelle un traitement de remplacement. Parce que dans cette déficience-là, ici, c'est un enzyme qui est produit par le foie, l'alpha-1 antitrypsine, puis qui est nécessaire pour défendre le poumon. Donc, le poumon respire des choses qui développent de l'inflammation, des infections, tout ça. Puis quand c'est ce manque-là qui fait que, cette protéine-là, qui fait que les gens peuvent là, comme s'auto-digérer le poumon. Il y a une destruction du poumon. Puis là, il y a de l'emphysème, OK? Mais la majorité des MPOC, c'est des traitements avec les inhalateurs, la réadaptation pulmonaire, ça. La déficience en alpha-antitrypsine, ces traitements-là sont aussi là, mais là, on a la possibilité de donner un traitement qui vient du plasma, parce que c'est concentré à partir du plasma qu'on obtient par des donations, de sang. Puis ça, on donne ça à toutes les semaines. Donc, les gens doivent comprendre que quand Nathalie dit, tu sais, moi, dans ma vie, moi, là, ça venait comme déranger. Je sais que j'avais pas le choix, mais c'est un traitement à toutes les semaines que vous devez recevoir. Oui. Alors, moi, j'ai décidé de faire ça à tous les lundis matins. Et je me rendais soit à la clinique de Montréal quand j'étais à Montréal ou à la clinique de Québec lorsque j'étais à Québec. Et souvent, ben, il arrivait des réunions, des changements. Fait qu'il fallait que je change mes rendez-vous, mais j'ai reçu toutes mes perfusions de façon religieuse. J'ai pas eu d'effet secondaire non plus. Puis depuis 3 ans, je suis sur ce programme-là. C'est ça. Donc, les choses sont stables, les choses sont assez stables. Oui. OK. Oui, parce que les gens doivent comprendre que si l'emphysème progresse, puis avec la déficience en alpha-antitrypsine, c'est une progression beaucoup plus rapide que dans la moyenne des gens qui ont un MPOC. Puis à un moment donné, bien, c'est sûr, le seul autre traitement à la toute fin, si l'atteinte est très sévère, c'est une transplantation pulmonaire. Donc, les options sont mieux d'aller vers un traitement de remplacement, d'éviter que la maladie progresse, stabiliser les choses, que d'aller et de se retrouver un jour avec une transplantation pulmonaire. Quand vous regardez tout ça, là, dans le fond, y a-t-il des choses que vous dites, ça aurait dû être différent. Il y a des choses qui auraient dû arriver plus rapidement, qui auraient dû arriver, tu sais, il y a une partie que vous dites, ben, c'est ma faute. Non, c'est pas votre faute. Vous avez une maladie, vous le savez pas. Vous avez fumé, ou on vous dit d'arrêter de fumer. Vous avez arrêté de fumer, dire en 2018. Vous avez tout fait ce qu'il fallait. Y a-t-il des choses que vous auriez aimé qui se passent différemment? Pour le mieux. C'est une bonne question parce que comme vous dites, moi j'avais arrêté de fumer. J'avais arrêté de fumer souvent, mais je n'étais pas capable de continuer mon arrêt tabagique. Mais en septembre 2018, lorsque je commence un nouvel emploi, la cigarette est mise de côté. Mais c'est parce que tout allait bien. Moi, j'étais pas essoufflé. J'étais pas essoufflé. À ce moment-là, OK. Non. Puis j'étais capable de faire des longues marches. J'avais diminué les activités sportives, oui, mais j'étais capable de faire l'entretien de la maison, la tondeuse, la piscine, tout ça. Là. J'étais encore capable de tout faire ça. Est-ce que c'est à cause du COVID? C'est sûrement pas à cause du COVID, mais je pense que je me suis donné tellement au travail parce que les déplacements, c'est très demandant. Les avions, le transport des bagages.
Fait que, puis moi, ben, avec cette maladie-là, comme je disais, j'avais dit à Dr Maltais, moi, j'arrête pas de travailler, je suis pas prête. Moi, c'est ma passion, je continue de travailler. Quelques mois après, par exemple, on s'est entendu que je voyageais plus sur le territoire parce que c'était rendu trop demandant physiquement. Et moi, j'ai avisé mes employés, je les ai tous convoqués sur Teams, puis je les ai informés. La plupart sont autochtones, c'est des cris. Ils ont très bien compris qu'ils ne pourraient plus me voir sur place comme d'habitude. Ils ont très, très, très apprécié. Donc, le voyagement terminé, ça n'enlève pas le travail, par exemple. Donc, on continue à faire le travail. Il y a des activités, que ce soit des activités de reconnaissance le soir, de longs conseils d'administration aussi. Les fêtes, ben, on anime des grandes réunions. Ça devenait lourd pour moi, très, très, très difficile. Tant et si bien que l'an dernier, en 2024, moi, j'ai perdu 2 amis très, très proches, en bas de 60 ans. Je me disais, bon, je continue-tu de travailler? Peut-être que je devrais me préparer à arrêter de travailler. Mes patrons n'étaient pas contre le fait même que j'arrête de travailler parce qu'ils me voyaient, ils connaissaient ma condition. Ma famille, mon conjoint, ma sœur, mes parents, j'y ai pensé, puis j'ai travaillé ça. Donc, j'ai travaillé ça tout l'hiver 2024 pour arriver vers la fin de l'hiver, printemps. J'avais une date, j'allais arrêter de travailler parce que c'était rendu trop difficile. Vraiment trop difficile. Puis j'avais ciblé une date, je l'ai partagée à mes patrons, je l'ai partagée à mes 2 directrices adjointes parce que moi, en quittant, fallait que tout se tienne, fallait pas que tout s'écroule. On avait déjà identifié une relève, donc transfert des connaissances durant plusieurs semaines, passation de dossier, ça s'est fait en douceur et je suis en arrêt de travail depuis le 27 septembre et ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Ça a changé plein de choses dans votre vie? Absolument. Est-ce que vous avez commencé à réaliser là, un peu tout avec un recul, là, que, oh my gosh, c'était pire que vous le pensiez. Mais là, vous aviez le temps, là. Vous aviez le temps de faire les choses. Puis... Ouais. Puis en plus, ben, on avait vendu la maison. Mon conjoint, il est un petit peu plus âgé. Et moi, j'aimais bien aussi entretenir la maison. Et une maison à 3 étages avec la laveuse sécheuse en bas, monter les escaliers, bien que mon conjoint m'aide beaucoup, là. Ça venait gros, puis on pensait à ça. On voulait avoir un garage chauffé, puis bon, tout ça. Et on a déménagé. Donc cet été, nos vacances a été de s'installer. On a un grand condo, mais au moins, c'est juste sur un plancher. Donc ça a été une très bonne idée. Puis on est parti voyager. Puis pendant ce temps-là, ben là, je me dis, bon, mais qu'est-ce que je fais? On s'installe dans notre nouvelle demeure, mais là, je me disais, qu'est-ce que je fais? Moi, ça me prend un horaire. Je suis habitué de me lever le matin. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que j'étais fatigué parce que le matin, je dormais. Fait que je me suis permis de dormir. Pas, c'est ça, ouais. Non, on s'en aperçoit pas. Fait que je me suis permis de dormir. Pendant de longues semaines, là, le matin, là, je me levais à 9-10 heures le matin. Là. Fait que je me suis beaucoup reposé. Puis ça m'a permis de voir plus clair puis de penser à ce que j'allais faire. Est-ce que vous avez fait, en dehors des traitements, on a peut-être changé certains traitements, mais est-ce vous avez fait de la réadaptation pulmonaire, avec cette maladie-là? Je viens de commencer, Dr Bourgeois. OK, bon. Parce que vous n'aviez pas le temps quand vous travailliez. Peut-être qu'on vous en avait parlé. Vous avez raison. Dr Meltem m'en avait parlé. J'avais dit oui, mais quand je vais avoir arrêté de travailler. Donc, on me l'avait offert, mais je travaillais encore. Donc, on me l'a offert. J'ai commencé cette semaine. Bravo. Et vous allez voir. Vous allez voir, Nathalie, tout ce que vous allez apprendre de toute la partie éducation, toute la partie exercice. Okay? La partie éducation, vous allez voir des choses, comprendre des choses, puis mieux faire des choses que vous faites déjà, et faire des choses aussi que vous avez peut-être pas déjà mis en place. Juste par curiosité, puis pour que les gens comprennent bien, là, votre capacité respiratoire en pourcentage, elle est à combien? Actuellement, elle est à 30. Elle est partie de 34. Okay. Ça varie. En tout cas, ce que Dr Maltais me dit, ça dépend. La dernière fois, quand je suis allé faire mes tests, j'étais ultra fatigué. Donc, ça peut venir jouer. Là, fait que c'est entre 30 et 34. Là. C'est pas beaucoup, je trouve. Non. La raison pour laquelle j'amène ça, pour que les gens qui nous écoutent, c'est que c'est une maladie qui est très insidieuse.
on a vu que dans l'histoire de Nathalie, ça a pris du temps avant que Nathalie soit essoufflée. OK, donc il faut perdre plus de la moitié de la capacité respiratoire. Première partie. La deuxième chose, c'est que parce que c'est très insidieux, puis on peut diminuer nos activités physiques, quand on est très essoufflé, on arrête de faire ce qui nous essouffle. C'est pas comme un essoufflement aigu ou une douleur aiguë dans la poitrine, où là, on sait qu'il y a quelque chose de vraiment anormal. Et là, on dit, ah oui, mais j'ai pris du poids ou je fais moins d'activités, tout ça, puis on normalise. Ah oui, je fume, ou peu importe, mais on normalise. La seule façon de le savoir, c'est de faire un test. Donc, quand on regarde Nathalie, dit Nathalie, moi, j'ai pas de maladie pulmonaire. Mais puis, vous avez pas de l'air, pas d'oxygène nasal, je vous vois pas essouffler. Donc, ça a l'air d'une maladie qui n'en est pas une. Parce que les gens vont dire, ouais, mais fais les choses moins vite, repose-toi. Si tu fumes, il y a encore le stigma de la cigarette, arrête de fumer. T'sais, si t'es obèse, arrête de mal manger. La malbouffe, c'est pas nécessairement comme ça qu'on commence les choses. Il y a encore ce stigma-là. Il y a encore le fait que c'est insidieux. Le fait que si vous diminuez les activités physiques, vous allez vous sentir mieux. C'est pas tout le monde qui font des crises de bronchite, ce qu'on appelle les exacerbations. Je ne sais pas si vous en avez fait. Puis il y a des gens qui en font pas. C'est juste l'essoufflement, c'est la capacité respiratoire qui diminue. Il y en a d'autres qui font des crises aiguës, qu'on appelle des exacerbations, qui peuvent ressembler un peu comme une attaque du cœur, mais c'est une attaque du poumon. Vous, je ne sais pas si vous en avez fait de ça pour vous amener à l'hôpital. Donc En fait, plus jeune, même au début de ma carrière, c'était plus des pneumonies que je faisais. Là. J'avais fait peut-être 3-4 pneumonies. J'ai fait des bronchites. J'ai fait une bronchite au mois de septembre. J'ai fait un début de pneumonie cet automne. Là. Mais je prends les vaccins, tout ça. Donc, mais bon. Mais sinon, non, je touche pas, je crache pas non plus. Je suis pas bloqué. Non. Mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont plus une présentation d'emphysème. Il y en a d'autres, ça va être de l'emphysème avec de la bronchite chronique. Donc là, il va y avoir un peu plus de tout productif. Puis, il y a des gens qui vont être plus à risque d'autres de faire des exacerbations. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Le problème souvent avec la MPOC, c'est que la MPOC, c'est une maladie très fréquente, qu'on associe encore beaucoup au tabagisme, qui est associé au tabagisme. On nie pas ça, mais il y a de plus en plus de gens qui ont des MPOC qui n'ont pas nécessairement fumé. Donc, on commence à connaître d'autres causes surtout avec la pollution, surtout avec les feux de forêt, surtout donc, dans les milieux industriels, c'est possible aussi d'avoir des expositions. Mais à travers ça, le plus souvent, c'est qu'on ne teste pas pour cette déficience génétique-là, Nathalie. C'est ce qu'on ne le fait pas d'emblée. Tu sais, quelqu'un va avoir un problème cardiaque, on suspecte qu'il y a une insuffisance cardiaque, là, puis les médecins qui sont à l'écoute vont savoir, ben oui, je vais mesurer dans la prise de sang un pro-BNP. Ça, c'est une protéine qui me dit, ça, c'est associé, OK, on le voit chez les gens qui ont de l'insuffisance cardiaque. Mais là, je dis aux gens, là, tous les patients MPOC que vous avez, nouveaux diagnostics ou patients que vous suivez, devraient avoir eu une fois dans leur vie une mesure de l'alpha-1 antitrypsine. Parce que on peut traiter, on peut pas réparer ce qui est endommagé, mais on peut ralentir, empêcher de faire plus de dommages ou de dommages de façon accélérée. Parce que c'est ça, les gens qui ont une déficience en alpha-antitrypsine. C'est des gens qui développent l'emphysème, MPOC, mais de façon accélérée par rapport à la moyenne même des MPOC. Donc, vous, si, Nathalie, vous diriez que comment vous trouvez votre vie en sachant que vous avez une maladie chronique comme ça? Est-ce que vous trouvez mieux que jamais parce que vous savez le diagnostic puis vous savez quoi faire puis vous vous sentez entre bonnes mains? Puis comment tout ça, c'est important, OK, pour quelqu'un qui a une maladie respiratoire chronique comme ça? Moi, je pense que la meilleure chose que j'ai faite, comme j'ai dit tantôt, ça a été d'arrêter de travailler. On est capable de vivre avec ça parce que j'en suis la preuve, là, je vis avec ça. C'est sûr que c'est une maladie qui est invisible, donc les gens ne le savent pas, mais ils nous voient s'essouffler, évidemment. C'est important d'avoir du support aussi des gens autour de soi. Moi, j'en ai beaucoup, mais dans le groupe hier, parce qu'on avait de l'enseignement aussi hier, puis c'était des travailleurs sociaux qui venaient nous parler. Puis ça, c'est intéressant, parce qu'on pense qu'on est seul au monde. Mais on sait qu'il y en a d'autres qui ont ce déficit-là.
Et là, j'ai vraiment vu des gens comme moi, là, à bout de souffle, là. Mieux que moi, pire que moi, Des pires, ouais, pire. mais c'est des gens qui ont pas de bonbonne, parce que je pense que l'hantise de plusieurs personnes, c'est d'avoir à traîner une bonbonne à un moment donné. Mais je pense que le programme de réadaptation, c'est la deuxième très bonne décision que j'ai décidé de prendre, c'est d'aller m'entraîner parce que ne faisant plus d'activité physique ou l'hiver, aller marcher, c'est trop froid. Donc là, ça me fait sortir. C'est des appareils de fitness, tout ça que je suis moins, ça m'attirait moins parce que moi, j'étais plus une fille d'équipe, puis de ski, puis de volleyball, tout ça. Mais le personnel est tellement fin, que ce soit les kinésiologues ou les physiothérapeutes qui viennent nous aider, qui viennent nous parler, nous encourager. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est des deuils à faire parce que j'aimerais ça me lever le même matin puis de pouvoir courir, puis de me mettre à courir, mais là, c'est plus ça. Mais puis je pensais qu'arrêter de travailler, j'aurais eu plus de difficultés que ça. Mais non, alors je suis très contente parce qu'il y a le côté, il y a le côté psychosocial aussi, c'est ça. Parce qu'il y en a qui tombent malades ou qui peuvent tomber en dépression ou tout ça, mais non. Fait que moi, je suis quand même une personne qui est outillée, qui a des moyens autour de moi. Et évidemment, me garder le cerveau et un petit peu plus occupé, ben là, je fais du bénévolat. Fait que je travaille pour, je suis sur 2 conseils d'administration. C'est une couple d'heures par mois, donc c'est pas contre-indiqué. Et je peux apporter mes connaissances et mon expérience et mes expertises dans ressources humaines. Tu sais. Fait qu'il faut continuer de s'entourer. Moi, j'aimais les milieux de travail, j'aime les gens, sortir de chez soi, avoir un but, puis de voir comment est-ce que les organismes communautaires, je fais une petite parenthèse, font des miracles avec les petits budgets qu'ils ont. Alors, moi, je suis très contente de faire ça. Et le programme de réadaptation, mon horaire est rempli. J'en veux pas plus. C'est intéressant. Puis si vous me permettez, Nathalie, de résumer pour les gens qui nous écoutent, le public, peut-être certains patients qui ont un MPOC, certains médecins, d'autres professionnels de la santé à l'écoute. Donc, la MPOC, c'est une maladie qui est laissée, qui est mise de côté. Donc, il faut se sortir du stigma de la cigarette, OK? Et la cigarette, oui, c'est un facteur de risque, mais la maladie, elle est là pareil. Et il y a une déficience, OK? Donc, la seule maladie qui est connue, héréditaire, identifiée et qui peut être traitée dans la MPOC, c'est la déficience en alpha-antitrypsin. Donc, c'est important de faire le diagnostic de la MPOC tôt. Je dis souvent aux gens que la MPOC, c'est l'Alzheimer du poumon. C'est un peu la même chose que l'Alzheimer. C'est tellement insidieux qu'au moment où on s'aperçoit que quelqu'un a l'Alzheimer, là, on se rappelle, ben oui, il y a 5 ans, ou bien oui, il y a plusieurs années. Là, je vois là, pourquoi qu'il faisait ça, qu'il faisait, et la même chose. Ah, là, je comprends pourquoi qu'il avait arrêté de faire ça, pourquoi que je me sentais comme ça. Donc, c'est une maladie insidieuse, encore plus insidieuse quand on n'a pas d'exacerbation. Puis me dire c'est une maladie qui est traitable, qu'on peut aider. Il y a des médicaments. Vous avez la réadaptation pulmonaire plus tôt que plus tard. Okay? Et si vous avez la déficience en alpha-1, il y a un traitement de remplacement. Ce traitement de remplacement-là va empêcher que vous continuez à vous détériorer. Mais ce qui est perdu est perdu. Donc, le plus tôt qu'on peut faire le diagnostic, le plus tôt qu'on peut commencer le traitement, puis éviter, bien entendu, de se rendre à la transplantation pulmonaire. Mais dans votre cas, à vous, si vous aviez une réflexion, une perspective d'avenir, OK, puis un message à laisser, ce serait quoi, vous diriez, en fonction de cette maladie-là, là? Comment vous... Oui. En fait, c'est toujours un choc là, de recevoir un diagnostic comme ça, là, surtout que c'est une maladie qu'on connaît moins. Là. Mais les perspectives d'avenir pour moi, j'essaie de continuer ma vie le plus normalement possible. Évidemment, j'ai besoin d'aide. C'est sûr. Il y a des tâches quotidiennes que j'étais soit dans la maison ou même dans le condo actuellement où je suis. Il faut que je me fasse aider. Ça, c'est sûr. Je peux pas soulever ou déplacer des meubles mais sinon, on peut bien vivre avec ça.
Moi, j'ai lu beaucoup là-dessus. J'ai lu beaucoup sur des références officielles, évidemment. Puis, j'ai beaucoup apprécié les échanges que j'ai eus avec les personnes hier suite à l'enseignement. C'est très fort comme partage. Mais je dirais aux gens, on peut vivre avec ça. Faites-vous aider. Les gens vont aider. Il y a certaines personnes qui sont gênées de demander, mais gênez-vous pas. Les gens, ça va leur faire plaisir de vous aider. Je pense qu'il faut être indulgent aussi envers soi-même. S'il y a une tâche qui est difficile à faire, ben faites-la pas, Caroline. ou reposez-vous. Moi, ce qui est le plus difficile encore, c'est de ralentir. Je suis grande. Vous êtes habitué à un rythme, vous êtes habitué de faire les choses. C'est ça. C'est ça. Vous êtes une grosse travaillante. Ouais. Ça, c'est souvent ce que les gens disent. Ah, je peux plus faire les choses comme avant. C'est ça. Ça, c'est le coping qu'on dit en bon français. Et dans le programme de réadaptation, vous allez apprendre ça aussi, à faire les choses différemment, utiliser des techniques de respiration, des techniques de conservation d'énergie, mieux comprendre pourquoi vous êtes essoufflé, comment vous pouvez minimiser ça, OK, la place des médicaments, quoi faire, OK, bien sûr, pour augmenter l'activité physique, un programme d'exercice, comment vous pouvez par la suite aussi continuer. Donc, c'est certain que tout ça s'apprend, bien sûr, le médecin joue un rôle important, mais la meilleure place, OK, c'est sûr, c'est un programme de réadaptation pulmonaire. On a des outils aussi qui peuvent être utilisés. Il y a le groupe qu'on appelle AlphaNet, mais c'est en anglais. Ça limite un petit peu les francophones du Québec et du Canada. On a le programme Mieux vivre avec une MPOC. Il y a aussi un module dans ce programme-là sur la déficience en alpha-antitrypsine. Les gens peuvent y référer. Souvent, on va utiliser de ce matériel-là dans les programmes de réadaptation au Québec et au Canada aussi. Donc, c'est important. Le message que vous nous envoyez, c'est un beau message d'espoir, OK, Madame Roussin. C'est d'abord, OK, bon, tout le monde a à apprendre de ça. On a à apprendre que le diagnostic aurait pu être fait plus tôt. C'est pas juste une responsabilité du patient. Donc, quand quelqu'un fume, ça doit faire partie de l'évaluation, de notre évaluation comme médecin. Est-ce que le patient pourra avoir une MPOC? Le diagnostic se fait avec une spirométrie. Au même titre qu'on va faire des diagnostics avec l'électrocardiogramme, avec d'autres tests. Donc, ça doit être fait le plus tôt possible et on peut aider les patients plus tôt. Ceux qui n'ont pas une alpha-antitrypsine et ceux qui ont une déficience en alpha-antitrypsine de la même façon pour faire le diagnostic plus tôt. Peut-être que si on vous avait pris plus tôt, vous travailleriez encore parce que votre maladie serait moins avancée. OK? Donc, c'est clair que vous avez perdu 60-70% plus de votre capacité respiratoire et pendant ce temps-là, le diagnostic n'a pas été fait. Et c'est pas qu'on a à blâmer les gens, mais on a à se questionner sur est-ce qu'on questionne nos patients, mais quand ils fument, pourquoi dire qu'on fait un test sanguin pour le diabète si tôt, on mesure la tension artérielle, comment ça se fait que chez les fumeurs, OK, on ne fait pas une spirométrie, OK, pas pour les arrêter de fumer seulement, pour voir est-ce qu'ils ont une MPOC. Donc, OK, parce que c'est une maladie chronique et le tabagisme, c'est une addiction aussi. C'est pas juste manger, c'est pas une addiction. Le tabagisme, c'est une habitude de vie et c'est une addiction. Donc, on doit travailler sur ça aussi. Donc, il y a des choses à changer que c'est pas juste le système, c'est nous, comme professionnels de la santé, comme médecins, comme patients aussi, on doit être plus éveillés. C'est le but de ce podcast-là avec vous. C'est de faire réfléchir les gens qui y ont peut-être pas pensé, parce que c'est pas une maladie qui est publicisée, comme d'autres maladies chroniques vont là. Et ce que la MPOC fait, c'est que les gens ont une durée de vie qui est plus courte. Donc, ça aussi, on veut tout faire pour que les gens vivent bien, mais on veut tout faire aussi que les gens vivent le plus longtemps possible avec une qualité de vie. Donc, c'est de ça qu'on est en train de parler actuellement. Puis les maladies insidieuses comme la MPOC, c'est pas comme une maladie qui arrive où tout arrive subitement, où là, tout l'arsenal est mis rapidement. Nathalie, moi, j'aimerais ça que vous donniez un dernier message là, aux gens qui nous écoutent, le public, les gens qui ont peut-être votre maladie, surtout, ok, les aidants naturels aussi pour qu'ils comprennent mieux les gens avec qui ils aident, ok. Ça serait quoi votre message? Moi, j'aimerais dire aux gens, bien que c'est une maladie qui est très peu connue. Lorsqu'on reçoit le diagnostic, il faut prendre le temps de se poser. Là. Mais
avec l'expérience que j'ai, il y a toujours moyen de poursuivre ses passions. Tout le temps. Différemment, mais de poursuivre ses passions. Moi, je travaille plus, mais je m'implique ailleurs. J'aime beaucoup la musique. Je suis capable de participer encore à des spectacles. Les voyages, évidemment, ben là, des voyages, je suis capable de prendre l'avion, tout ça, mais voyager différemment aussi. Peut-être changer les destinations. C'est sûr que j'irai pas en Corse ou en Grèce quand c'est plein de côtes, là. Mais il existe d'autres pays qui sont bien intéressants aussi à vivre. Donc, il y a moyen, puis si vous êtes bien entouré, puis que les gens comprennent bien, il y a facilement moyen de très bien vivre avec cette maladie-là. Mais je retiens ça, OK? Donc, c'est pas la fin de vie, c'est un changement de vie. Gardez vos passions et adaptez votre vie et continuez à bien vivre, avoir des passions et réaliser des choses dans votre vie. Donc, c'est un beau message d'espoir pour plein de gens qui nous ont écoutés. Donc, vous remercie beaucoup, Madame Roussin, de votre témoignage. Et moi, j'ai appris, puis j'espère que les gens aussi qui vous ont écouté ont appris, que chacun va pouvoir se dire, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Okay? Qu'est-ce que je peux améliorer? Moi, comme patient, le professionnel de la santé et le système de santé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté le podcast Expand. Voici la 3e saison sur la MPOC. Restez à l'écoute des autres épisodes sur maladiepulmonaire-chronique.com.